Voilà, j'ai mélangé un peu les mots, c'est pas les trophées de l'innovation, mais des initiatives, quelque part, ça se ressemble un peu, n'est-ce pas? Marie Mas, Bonjour Frédéric. bonjour, merci de me rejoindre. Donc j'ai toujours un ou une humaine à côté de moi, ça c'est plutôt agréable. Et puis évidemment, Pierre-Marie, moi je vous oublie pas, hein, vous êtes depuis le début malheureusement coincé chez vous. Et vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi de lancer ces trophées des initiatives, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on gagne quand on candidate pour ces trophées, et puis quel genre de catégorie vous avez pu imaginer. Oui, mais rassurez-vous, je suis humain quand même, même loin de vous, Frédéric. Ben oui, des trophées parce que l'expertise, l'envie de faire, l'envie de monter des projets, elles sont pas que dans notre association OETH. Je crois que cet accord OETH, c'est une communauté. Tous nos adhérents font partie de cette communauté, de cette envie de faire. Et donc, à travers nos appels à projets ou à travers cette fois-ci ces trophées, on veut simplement rappeler que ce qui est important, c'est ce qui se fait sur le terrain, c'est ce que montent nos adhérents, c'est les projets qu'ils développent, et que notre travail à nous, c'est de les mettre en relation. Simplement, c'est de faire en sorte, vous l'avez longuement développé ce matin, dans cette idée de viralité, pardon pour le jeu de mots en temps de Covid, mais en tout cas, cet échange de bonnes initiatives, cette communication de toutes ces initiatives. Et je pense qu'il est très important de mettre en lumière ce qui se fait sur le terrain et qui nous paraît malin, qui nous paraît répondre à nos objectifs. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et en donnant, en effet, en donnant une participation financière et un peu d'accompagnement pour permettre à ces projets de franchir une marche supplémentaire. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ces trophées, c'est de donner des moyens à nos adhérents de franchir une marche supplémentaire dans la mise en œuvre de leurs projets. Et donc tout le monde pouvait postuler pour ces trophées. Vous avez ouvert les candidatures à quel moment? Parce que j'imagine que vous allez les reproduire, donc c'est important quand même de donner des informations un peu concrètes. Eh bien oui, il faut être en effet à l'affût. On a ouvert ça à la fin du mois de novembre et tous nos adhérents pouvaient nous partager leurs projets, que ce soit des projets déjà bien avancés ou simplement une idée. C'était aussi possible de dire, tiens, j'ai envie de faire ça, aidez-moi à franchir la première marche. Et donc, on les prenait à n'importe quel niveau. Et c'est ce qu'on fait en effet souvent avec nos appels à projets, au moins une fois par an. Quand une idée est bonne, elle ne s'oublie pas, et donc pas de dossier de 17 000 pages à remplir avec un pédigré complet à fournir. Les choses sont simples pour ces trophées des initiatives. Ces trophées ont également été conçus avec vous, Marie. Vous êtes la responsable innovation et développement de services, donc forcément, vous avez dû mettre la main à la pâte avec Pierre-Marie pour développer quel type de catégorie, parce que ça quand même, vous n'avez pas laissé tout ouvert et vous avez choisi de définir des catégories. Tout à fait, Frédéric. Ce que j'aurais envie de dire déjà, c'est qu'il y a eu un dénominateur commun à tous ces projets. On en a longuement parlé lors de toute cette Combien de conférence. projets d'ailleurs? Combien on en a sélectionné? Combien vous en avez reçu? Une dizaine, je crois. Alors, j'ai pas préparé en fait. Je sais plus. J'ai plus le compte, mais on en a eu une dizaine. On a eu de très très beaux projets. C'était difficile pour le jury en fait de les sélectionner. Mais ce que j'aurais envie de dire, donc en effet, il y a eu un dénominateur commun, en tout cas à tous ceux qui ont été sélectionnés, et on en a parlé dans toute cette conférence aujourd'hui, c'est la co-construction. C'est-à-dire que tous les projets qui sont issus là du terrain et de nos adhérents, ces initiatives sont co-construites par des collectifs et pas juste un employeur, mais vraiment les salariés, les personnes concernées. Et donc c'est là où c'est très intéressant. Et on va justement commencer par l'intelligence collective. Et Alors voilà, le mot a été lâché par vous, Marie. Oui. Et le premier trophée, c'est celui de l'intelligence collective. Voilà. Le premier trophée, donc c'est la fondation OVE. Le projet s'appelle On va hacker OVE. Et on a trouvé ça, surtout le jury a été vraiment séduit par ce projet, puisqu'on est vraiment purement dans de l'intelligence collective, où c'est à la fois de l'innovation, mais vraiment du collectif. Donc en fait, OVE va vous présenter, vous allez voir la vidéo de cette initiative, mais l'idée c'est vraiment de réunir à l'occasion d'une journée les salariés, les professionnels, des étudiants, des personnes externes, pour réfléchir à une thématique qui est comment être inclusif dans les métiers du médico-social. Donc ça devrait se dérouler en fin d'année et on a vraiment hâte de les accompagner dans cette initiative, puisque ça pourra produire et on pourra en faire bénéficier en tout cas plus largement. Et on découvre la vidéo. Et voilà, on découvre la vidéo.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Germain, directrice du dispositif R de la Fondation OVE. R est un dispositif d'emploi accompagné. Nous travaillons également avec les entreprises et des établissements du médico-social sur des thématiques liées à l'inclusion, à l'amélioration des pratiques professionnelles, mais également sur l'autodétermination. Notre méthodologie est centrée sur l'expérience des utilisateurs et en particulier sur l'expérience des personnes en situation de handicap. Je suis ravie de vous présenter notre projet « On va hacker OVE ». Ce projet tentera de répondre à la question de comment rendre les métiers du médico-social inclusifs. Nous sommes partis de 2 constats. Le premier est que le handicap n'est pas le problème, mais est la variable qui va révéler les dysfonctionnements d'une organisation. Le second est que l'expertise d'usage est une richesse pour l'organisation, car elle est dans l'action, dans le faire, et permet ainsi de questionner l'évidence. Nous proposons ainsi de réaliser un hackathon. Donc, c'est une journée de réflexion, un marathon de 8 heures où des personnes en situation de handicap, des familles, des salariés de la Fondation OVE, des entreprises du milieu ordinaire vont réfléchir ensemble afin de trouver des idées originales issues de leur expérience. Les objectifs de notre projet sont multiples. Premièrement, créer les conditions d'inclusion et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap au sein du secteur médico-social. Engager les participants dans cette démarche, valoriser l'expérience de l'ensemble des parties prenantes et transmettre une méthodologie que les participants pourront reproduire au sein de leur organisation. Lorsque nous aurons hacké OVE, nous accompagnerons la mise en action de ces idées issues de notre journée d'intelligence collective. Alors, difficile de ne pas envoyer quand même un petit message personnel à Laurence, puisque j'étais avec elle hier pour parler justement de ce hackathon. Bravo Laurence. Et donc, vous pouvez retrouver en fait son projet, parce qu'elle m'en a parlé, il est très abouti, sur r-ove.fr. Je fais un peu de promo, mais c'est une amie, il n'y a pas de mal. Marie, on va devoir enchaîner maintenant avec le trophée suivant, qui est celui du maintien en emploi. On en a parlé, c'est une séquence complète aujourd'hui. Et ben voilà, en fait, ça a été une séquence complète. On avait demandé à Sylvain Conang d'intervenir aujourd'hui, et il a aussi répondu en parallèle en fait, voilà. au trophée d'initiative, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives. Et donc, c'est finalement une initiative qu'il a depuis un petit moment et qui met en œuvre, mais qui a besoin d'être accompagné pour se structurer. C'est comment passer aujourd'hui dans une logique de maintien qui est du savoir-faire à du pouvoir-faire. Et donc, comment accompagner vers l'autonomie des employeurs sur les questions de maintien. Je ne vais pas vous en dire plus, la vidéo sera vraiment plus parlante. Donc, on la regarde tout de suite. Donc, allez, on peut la lancer. Bonjour, Sylvain Conang, je suis directeur d'un EHPAD Centre-Ressources à Bergerac, en Dordogne. Bonjour, je suis André Cherbol, adjoint de direction. On a eu depuis des années des professionnels qui ont été en situation de fragilité et on s'est posé la question, comment faire, quoi mettre en place pour essayer de les maintenir dans l'emploi. Très simplement, il s'agit de porter l'attention pas uniquement sur ce que la personne ne peut plus faire, mais également sur ce qu'elle peut encore faire et d'identifier l'incapacité pour qu'elle ne se transforme pas systématiquement en situation de handicap. Cette démarche, finalement, permet d'éviter l'inaptitude au travail, de maintenir le lien social, d'assurer le développement personnel de la personne, mais aussi, et c'est très important, de valoriser le secteur et de le rendre au final plus attractif. En fait, il s'agit tout simplement de mettre en avant une nouvelle priorité qui est celle du pouvoir-faire et d'en découler des opportunités d'embauche ou de maintien dans l'emploi. Au regard de l'accord OETH, cette initiative constitue un véritable levier pour lutter contre la désinsertion professionnelle, mais aussi mettre en place ce qu'on appelle la prévention primaire, secondaire, voire tertiaire, qui permet au final de faciliter le maintien dans l'emploi, mais aussi d'ouvrir l'exercice des métiers du secteur aux personnes en situation de handicap. À ce jour, les prochaines étapes seraient de concrétiser cette initiative par la construction d'un comité de pilotage avec des groupes de travail qui seraient constitués de professionnels de terrain en interne, mais aussi avec des partenaires extérieurs tels que la médecine du travail ou un cabinet d'ingénierie, car nous avons besoin de ces acteurs-là pour pouvoir avancer et informatiser.
L'objectif étant d'aboutir à la construction d'un référentiel et d'un guide d'implantation qui nous permettrait, avec le soutien du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, d'implanter cette démarche aussi dans d'autres structures. Voilà, j'espère que Sylvain, qui était avec nous tout à l'heure, n'a pas été pompé cette idée au Québec, puisque visiblement il y avait pas mal d'échanges avec. Marie, on continue avec le 3e trophée qui est celui des parcours inclusifs. Et oui, une très belle initiative, encore une fois. Une initiative qui est née vraiment par donc une association qui est l'APEI Epanou. Et avec le projet Alter & Go. Et en fait, c'est encore une fois comment co-construire, comment mutualiser les compétences. Et donc, on va voir que l'API met à disposition ses professionnels à un organisme de formation pour accompagner des usagers à monter en compétences et être recrutés par la même association. La boucle est bouclée. Et donc, il y a vraiment eu un coup de cœur, mais comme pour tous les autres projets, bien sûr. Et donc, voilà, mais le plus parlant, encore une fois, ce sera la petite vidéo présentant le projet. Bonjour, je suis Amandine Tarrant, je suis responsable des ressources humaines à l'APEI Epanou. Bonjour, je suis Céline Michel et je suis chargée de mission handicap et chargée d'ingénierie pédagogique. L'APEI Epanou, c'est une association basée en Haute-Savoie qui comporte 17 établissements et services pour accompagner la personne en situation de handicap de la petite enfance à la fin de vie. Notre secteur rencontre des difficultés à recruter des professionnels qualifiés, mais notre association est également engagée en tant qu'entreprise handi-bienveillante. Alors pourquoi ne pas créer des passerelles entre les personnes accompagnées dans nos établissements et le recrutement? C'est de ces constats qu'est né le projet Alter & Go. L'objectif de ce projet, c'est de construire un dispositif de formation individualisé pour nos usagers accompagnés en alternance. Cela permettra une passerelle du secteur protégé vers le milieu ordinaire et ainsi donner l'accès à nos usagers à une qualification vers nos métiers ciblés. Notre force, c'est d'utiliser les connaissances de nos professionnels expérimentés pour mieux évaluer les besoins et adapter les modalités pédagogiques de la formation en alternance. Ce projet va répondre aux enjeux en matière de recrutement et plus que jamais fait du handicap une force et de la transversalité un allié dans notre secteur. La prochaine étape, passer du projet au concret. Voilà, une très belle expérience récompensée par un trophée, un des 5 trophées de l'initiative. On va avoir maintenant le 4e trophée, qui est un trophée qui est assez important, parce que c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, la sensibilisation à l'action de l'OETH à l'occasion de ses 30 ans. Mais vous avez aussi choisi de créer une catégorie de sensibilisation. Sensibilisation à quoi, Marie ? Alors, on est d'accord, la sensibilisation, c'est vraiment primordial aujourd'hui, comment changer les regards. Mais ces sensibilisations, elles sont importantes quand elles sont de l'expérience, en fait, quand elles partent de l'expérience. Et ça a été ce qui a séduit le jury dans cette initiative. C'est que c'est l'hôpital franco-britannique qui a un projet de mettre en lumière les expériences du terrain, les recrutements réussis, les accompagnements de maintien en emploi, pour pouvoir changer les regards, montrer que tout est possible, et à la fois pour bien sûr les salariés, mais aussi pour rendre aussi plus attractif et permettre donc d'embaucher des professionnels. Voilà. Et vous les avez filmés eux aussi ? Et bien sûr, on les a filmés aussi. Alors on regarde. Bonjour, je suis Henri Annie, je suis préventeur à l'hôpital franco-britannique. Mon idée, elle m'est venue lors de ma prise de poste. C'était de savoir comment mettre en place une démarche de promotion de l'emploi des personnes handicapées. Par ailleurs, quelques jours après ma prise de poste, il y a eu la Journée internationale des personnes handicapées et ils ont mis en place les Duo Days. C'était l'occasion justement de mettre en place quelque chose pour justement montrer comment les personnes en situation de handicap peuvent être employées. L'idée m'est venue de faire un petit court-métrage pour montrer le parcours de ces personnes, comment les ressources humaines présentent les différents postes aux personnes en situation de handicap, comment elles choisissent les différents candidats. Ensuite, au niveau des services, comment ces personnes seront et sont intégrées dans les équipes. Et pour les différents salariés, comment et pourquoi ils devraient se déclarer à leurs employeurs.
l'un des objectifs de cet accord, c'est justement d'étendre l'exercice des personnes en situation de handicap dans ce secteur. Et là, ça nous permet justement d'aller au-delà du handicap et de voir que ces personnes ont un savoir-faire, ont un savoir-être et ont des compétences qu'elles peuvent partager au quotidien à travers leur emploi. Du coup, les prochaines étapes, ça va être de définir un scénario, les différentes questions, de surtout trouver les différents acteurs qui vont pouvoir intervenir et ensuite, ce sera de réaliser et de diffuser le court-métrage. Voilà, alors là, on va passer maintenant au dernier trophée. Ce sera vous, Pierre-Marie, qui allez le remettre. Donc, vous êtes le directeur général de l'OETH. C'est une mention un peu spéciale. Avant ça, quand même, Marie, il y a une petite précision. C'est que tous ceux qui ont tenté leur chance ne sont pas juste abandonnés et laissés au bord de la route. On est d'accord parce que c'est vraiment difficile. On serait dans une notion de trophée des initiatives où l'idée, c'est vraiment d'aller accompagner, soutenir des projets. Il a fallu faire des choix, mais néanmoins, les candidatures qu'on a reçues étaient vraiment de très belles candidatures. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions, en tout cas, pour pouvoir les accompagner autrement que par l'aide qui est apportée dans ces trophées. Donc il y a des gagnants officiels, mais c'est comme au loto, Voilà. tout le monde peut gagner à partir du moment où on tente sa chance. Qui a eu ce coup de cœur, vous l'appelez comme ça, Pierre-Marie, ou ce prix spécial, cette mention spéciale? Pourquoi d'abord l'avoir créé? Est-ce que c'est un projet qui est vraiment hors norme et sur lequel voilà, il n'y avait pas photo avec les autres? Oui, on se prenait un peu pour le Festival de Cannes avec un prix spécial du jury. Je crois surtout que c'était difficile. On avait dit 4 trophées et puis vraiment, c'est une initiative d'un groupement de coopération médico-sociale sur la question des politiques handicap. Et pour nous, c'était vraiment important. On accompagne ce groupement de coopération depuis des années. Ils font un travail absolument magnifique. Et je crois que trop souvent, on pense que mener une politique handicap, c'est réservé aux très grandes organisations, celles qui ont les moyens de se payer une mission handicap, en gros. Et que là, on a avec ce groupement de coopération une vingtaine de petites organisations qui se sont regroupées pour mutualiser des sujets de ressources humaines, et notamment la politique handicap. Et c'est un espoir formidable pour tout le secteur de pouvoir se dire, oui, on peut être une petite association, embaucher 10, 15, 20 personnes, et pour autant partager une politique handicap avec d'autres structures comme la sienne. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est-à-dire que c'est vraiment le prix de l'exemplarité, c'est-à-dire que ce que nous montre ce groupement de coopération, c'est qu'on peut partager entre petits et ça doit absolument montrer la voie, notamment dans notre secteur sanitaire et social associatif où il reste encore beaucoup de petites organisations et la politique handicap ne leur est pas interdite, bien au contraire. Donc le prix spécial du jury, décerné par l'ensemble du jury et puis par vous, là, aujourd'hui, Pierre-Marie, il est attribué à qui alors? Il est attribué à ce... Bonjour, Louise Morel. Je suis chargée de mission pour un groupement de coopération qui rassemble une vingtaine d'associations dans le département du Lot-et-Garonne. En 2019, ces associations se rassemblent autour d'une idée de permettre une étude au sein de leurs propres établissements en tant qu'employeurs. L'idée étant de se dire, OK, nous accompagnons le parcours de personnes en situation de handicap, mais quel employeur représentons-nous sur l'accueil de ces personnes-là et leur recrutement et leur accompagnement en emploi? Au départ, notre démarche démarre sur un travail d'enquête. Cette enquête nous a permis d'identifier des actions leviers pour permettre de favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap. Une première formation destinée aux managers recruteurs, avec dans l'idée d'améliorer la cible des postes qui pourraient être occupés par un potentiel candidat en situation de handicap. Et au-delà de ça, d'accompagner le parcours de cette personne dans la durée. Deuxièmement, des formations à destination des salariés eux-mêmes, en interne des structures. Cette formation a plus eu vocation à permettre une sensibilisation de ces salariés à leur propre posture en tant que collègues de travail. Enfin, pour incarner notre projet, ces associations ont fait le choix de permettre le recrutement d'une personne dédiée à cette politique handicap mutualisée. Élargir cette expérimentation à un plus grand nombre peut-être d'associations et surtout de pouvoir le partager avec les nombreux partenaires du parcours de ces personnes pour permettre, qui sait,
un essaimage et voir l'émergence de nouvelles complémentarités pour améliorer ces initiatives. Elle a une énergie dans le regard qui est incroyable, n'est-ce pas Pierre-Marie? C'est peut-être ça aussi qui a contribué à lui décerner cette mention spéciale. Le projet est là, le porteur de projet, la porteuse de projet en l'occurrence, est aussi important pour vous. Bien sûr, et il faut de l'énergie pour entraîner 20 associations. Elle l'a redit autour de cette idée folle de mener ensemble une politique handicap. Et elle en manque pas, Louise. Alors Marie et Pierre-Marie, on va devoir se quitter maintenant. Ça fait presque 2h30, 2h35 qu'on est tous ensemble. Il y a encore beaucoup de monde à nous regarder derrière. C'est une vraie satisfaction pour vous, j'imagine. Pierre-Marie, vous vous attendiez à quoi en transformant cet événement et en le rendant alors doublement digital pour vous, puisque vous pensiez être là, vous n'y êtes pas. Est-ce que vous avez un mot de la fin peut-être à dire à tous ces gens qui nous ont suivis et à ceux qui suivront, puisque je vous rappelle que toutes ces séquences sont disponibles instantanément en replay, vous pouvez les revoir à volonté et puis également poser encore et toujours vos questions. L'engagement a été pris par l'équipe de OTH auprès de moi, donc je m'en fais l'écho, qu'il y aurait une réponse apportée à chacune de ces questions. Est-ce que vous avez été satisfait, vous, de ces échanges? Est-ce que ça a été dans le sens de la fête que vous vouliez pour ces 30 ans de l'OETH? Frédéric, quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Je crois qu'on peut être en effet que très heureux, même si on n'a pas pu se retrouver en présentiel, fêter ensemble dans la chaleur humaine ces 30 ans. On ne peut être que satisfait de ces 2h30 qu'on a passées en votre compagnie. Donc d'abord, je crois qu'il faut dire un grand merci à toutes les parties prenantes de l'accord ETH, à toutes les équipes qui ont participé à l'organisation de ce moment. Ça a été vraiment une très belle aventure. Et puis moi, je trouve qu'au bout de ces 2h30, on se rend compte qu'on a en effet du boulot pour les 30 ans à venir, que je crois que le prochain défi, c'est de faire en sorte que avant 30 ans, que peut-être dans les 5 ou 10 prochaines années, on ait maintenant 80% des employeurs qui soient persuadés que tous les emplois de leur structure sont accessibles à des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et que non seulement c'est possible, mais qu'en plus c'est souhaitable et que c'est une chance pour tous les métiers du secteur. Je crois que c'est vraiment ce qui transpirait de nos échanges aujourd'hui et je suis sûr que tous ceux qui nous ont suivis tout au long de ces 2h30 en ressortent encore plus motivés qu'ils ne l'étaient au début. Donc l'histoire de l'OETH ne s'arrêtera pas à ces 30 ans. Moi, je vous remercie tous parce que j'ai eu un grand plaisir à participer, à contribuer à ma manière à ces échanges qui étaient quand même riches. J'ai même découvert des gens que je réinviterai maintenant à l'antenne de Vivre FM parce que je crois qu'il y a encore beaucoup, là aussi, de choses à dire sur les antennes au sujet de nos actions communes. Merci particulier à l'équipe technique ici qui a été vraiment formidable. Merci évidemment à Olivia qui a fait un travail extraordinaire dans la préparation de cette séquence. Merci à vous tous. On va maintenant vous laisser aller déjeuner tranquillement et on va quand même retrouver pour le mot de la fin, on ne reviendra pas ensuite, l'intégralité de l'interview de Madame la ministre, donc Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, interviewée par les étudiants et les étudiantes du dispositif Oasis, qui est vraiment le grand révélateur de l'action et de l'intérêt de l'action de l'OETH. Bon anniversaire à vous tous et merci de m'avoir accueilli pour cette fête.